Bonjour, merci d'être présent et présente avec nous aujourd'hui pour ce 8e webinaire du réseau Spin Femmes. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Maria Macedo. Alors, je vais la présenter brièvement et ensuite je lui céderai la parole. Donc, Maria Macedo possède un baccalauréat en chimie des aliments de l'Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Elle détient également une maîtrise et un doctorat en sciences et technologies des aliments de l'Université Laval, une maîtrise en administration des affaires MBA des hautes études commerciales HEC Montréal et un DES en gestion de l'innovation de l'École de technologie supérieure. Depuis 2008, elle occupe un poste au service des partenariats et du soutien à l'innovation de l'UQAM. Elle est responsable d'accompagner et de conseiller les professeurs dans le cadre de leurs activités de recherche partenariale. Elle évolue depuis 15 ans dans le milieu de la gestion de l'innovation. Elle a été responsable de la mise en œuvre d'initiatives de plans d'affaires et de stratégies de développement et d'innovation pour répondre aux besoins des secteurs tels que les sciences de la vie, l'agroalimentaire, les bioproduits et l'environnement. Elle a développé une expertise en gestion et en évaluation de la propriété intellectuelle ainsi qu'en évaluation scientifique et commerciale des technologies. Elle s'intéresse à l'entrepreneuriat, à la gestion et au financement des PME. Au cours de plusieurs mandats, elle a eu l'opportunité d'échanger avec un grand nombre d'entrepreneurs, de comprendre leurs intérêts et d'identifier leurs besoins afin de leur proposer des actions et des solutions pour favoriser le développement de leur entreprise. Alors, bienvenue parmi nous. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous cède la parole, Madame Macedo. Bon, mais merci à vous de me permettre de présenter aujourd'hui une partie qui me semble très intéressante. En fait, dans une heure, on ne peut pas aller beaucoup dans la profondeur, mais pour tous ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, j'aimerais d'abord commencer avec une mise à jour de c'est quoi les tendances actuelles et ensuite, j'aimerais de vous présenter ou vous rappeler trois modèles qui vont vous aider à bien saisir le potentiel des modèles d'affaires de votre entreprise, les business model canvas, la proposition de valeur et les lean innovation, que tous les trois sont bien liés. Donc là, je vais partager mon écran. J'espère que je vais faire comme il faut. OK, donc là, je suis bien contente de vous pouvoir présenter aux membres de ces réseaux-là, décider de comment transformer votre projet de recherche en projet entrepreneurial. Comme je vous dis, on va faire un mise à jour de c'est quoi les tendances actuelles et ensuite, je vais vous présenter trois outils qui vont pouvoir vous aider à bâtir un modèle d'affaires. Donc là, je travaille au CEPSI. Nous, on s'occupe d'accompagner les chercheurs dans toute la démarche entrepreneuriale, soit pour le développement et partenariat, pour les liens avec l'écosystème d'innovation. On gère les ententes, on les rédige, on offre des services conseils en propriété intellectuelle. Et on fait la promotion et la valorisation de tous les résultats de recherche qui découlent de ce que vous faites, les étudiants et les professeurs. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est montrer cette image du métro de la ville de Mexico. Moi, je viens de Mexico. Et en fait, ce que notre service essaye de faire quand on accompagne les professeurs, c'est de les rendre le chemin le plus facile et le plus accessible d'un point A à un point B. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir aussi un projet de recherche, mais c'est comme ça aussi qu'on doit voir un projet d'entreprise. Donc là, l'objectif, c'est de vous outiller pour que ces chemins-là soient les plus accessibles possibles et arrivent à de bons ports, à de bons résultats. Donc, la première chose que j'aimerais vous rappeler, c'est que dans la chaîne d'innovation, en fait, la création d'entreprise, ça s'encadre dans un processus de gestion d'innovation. Et dans ce processus-là, on commence avec l'idée, avec le prototypage, avec la création d'une preuve de concept. Et les universités
sont une partie importante de cette création des idéations et des preuves de concept. Donc, si vous êtes déjà étudiante à la maîtrise au doctorat avec votre projet de recherche, vous pouvez commencer à réfléchir à comment ces projets-là pourraient avoir des impacts pour améliorer des produits, des services ou avoir un impact positif dans la société. Donc, c'est des réflexions qui sont importantes que vous fassiez. Mais aussi, si vous êtes déjà entrepreneur, vous avez une entreprise et vous avez besoin de partenariats en recherche et développement, mais n'hésitez pas de venir faire un tour auprès des universités parce que il y a plein de connaissances, plein des savoir-faire qui sont bien gardés auprès des professeurs et la plupart des professeurs sont toujours très généreux de leur temps et de pouvoir partager avec des autres personnes cette connaissance-là, cette expertise-là. Donc, si on voit les projets de recherche comme un processus, il y a une vie une longue. Si on prend la façon la plus standard, mais là, ça commence à l'idée, on fait des hypothèses, on observe, on compile et on arrive à les résultats qu'on va diffuser, soit sous forme des articles scientifiques ou avec les hypothèses, en forme des étudiants. Mais après ça, on pourrait aller un peu plus loin dans la réflexion et penser comment est-ce que mes résultats et recherches peuvent avoir un impact positif sur un secteur déterminé ou comment ces résultats et recherches peuvent améliorer un produit et un service. Quand on passe à cette réflexion plus approfondie, mais là, on commence à parler de tout ce que c'est. C'est une étape différente de valorisation de la recherche scientifique qui peut se traduire vers un transfert technologique, si c'est une technologie, ou un transfert de connaissances, qu'on peut le partager soit par la création d'entreprises, en négociant des licences ou en créant des partenariats de recherche avec des autres entreprises qui ont besoin de ces savoir-faire qui ont été développés dans le cadre de ces projets-là. J'aimerais vous donner deux exemples de ça. Par exemple, le professeur Frédéric Napkin, qui était professeur au département d'informatique de l'UQAM, quand il était arrivé en 2009, il avait une formation en microélectronique. Et lui, ce qu'il a toujours dit, c'est que la technologie Bluetooth était une technologie qui n'était pas très convivial, qu'il fallait trouver une autre solution à Bluetooth. Et pendant 6 ans, ces travaux de recherche ont axé là-dessus. Et maintenant, depuis 3-4 ans, il a créé une entreprise qui s'appelle Spark, qui offre une nouvelle technologie pour remplacer le Bluetooth, qui a des caractéristiques, c'est beaucoup plus optimal, plus facile à utiliser, il y a moins de bruit de fond. Et tout ça est sorti, est né d'un besoin que lui, il avait identifié et a mis en contribution toutes ses compétences au niveau scientifique pour développer la technologie qui pourrait, dans un moment donné, remplacer Bluetooth. Donc, Bluetooth, là, on s'entend que c'est le standard actuel, mais possiblement dans les prochains mois, années, vous allez entendre parler de Spark. Donc là, quand vous êtes entrepreneur, quand vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, d'apporter quelque chose de nouveau aussi à la société et vous pensiez que le meilleur moyen, c'est de créer une entreprise et que vous le faites à partir de vos projets de recherche, mais c'est important que quand vous fassiez l'idéation, vous pensiez justement quels sont les besoins que ces projets-là de recherche pourraient répondre. Et est-ce que, avec la méthodologie que je propose ou que dans mon laboratoire ou dans mon équipe de recherche propose, est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Et si vous voyez que c'est un oui possiblement ou un non, mais réfléchissez à enrichir cette méthodologie-là dans le but d'avoir les résultats qui pourraient vous permettre par la suite continuer à poursuivre ces projets-là, mais dans un contexte plus entrepreneurial. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Kinova. Kinova, c'est une entreprise technologique très innovante de Québec et elle propose un bras à 100% électronique. Le fondateur, le PDG, lui, il était ingénieur de formation et puis cette idée-là des bras électroniques provenait de son oncle qui était paraplégique et il a fait une maîtrise en gestion d'innovation à l'ETS et
dans tous les cours de la maîtrise, son projet de fin de cours, c'était une des étapes pour la création de son entreprise, Kinova, qui à la fin de ses études est devenue une entreprise, un spin-off. Et maintenant, c'est une entreprise qui va très bien, qui a grandi. Maintenant, c'est plus un spin-off, c'est une PME bien innovante. Donc, une fois que vous avez fait cette réflexion-là, réfléchissez aussi, est-ce que j'aurais besoin de partenaires pour complémenter mes expertises? Quelles sont les valeurs que moi, je souhaite vinculer à travers mon entreprise? Ça, c'est vraiment très important. Est-ce que ces valeurs-là que j'aimerais vinculer sont en accord avec les modèles que je suis en train d'établir? Et comment est-ce que je vais communiquer ces valeurs-là et ces objectifs-là au grand public, à mes clients potentiels, à mes partenaires, à ceux qui vont me financer? Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Par exemple, c'est basé sur la crédibilité. Tout ce que vous allez avancer devant un public, un financier, un partenaire, va être appuyé sur la crédibilité que vous arrivez à bâtir au cours de vos relations et à partir de vos démarches que vous faites. Donc, si vous êtes dans une entreprise bio qui cherche à faire les partages en biologie, en agriculture biologique, des choses comme ça, et vous arrivez avec un contrat hyper béton, très corporatif, mais là, les valeurs que l'entreprise veut vinculer des partages, mais sont pas tout à fait les mêmes valeurs que ces contrats-là, par exemple, transmet à celui qui doit les signer ou doit donner un avis. Donc là, cette incongruence va vous enlever un peu de crédibilité et après, il va falloir que vous travaillez plus fort. Donc, soyez très à l'affût de toujours être cohérente avec ce que vous avancez au niveau des valeurs par rapport à votre plan d'affaires et par rapport à tous les outils que vous utilisez pour communiquer. Donc, en fait, dans cette perspective-là, quand vous êtes au centre de la création de l'entreprise, en train de bâtir votre modèle d'affaires, mais on appelle ça ce que Schumpeter a appelé la destruction créatrice. Donc, avec Schumpeter, c'est quelqu'un qui est né à la fin du 19e siècle. C'est un macroéconomiste qui a été un bon collègue de Marx. Donc, avec Schumpeter et Marx, c'était de la même génération. Et lui, à partir des années fin des années 20 au début des années 30, a développé beaucoup une vision macroéconomique et une vision très intéressante de ce qu'on appelle les vagues d'innovation. Et lui, ce qu'il dit, c'est que l'innovation dans une société, en fait, c'est la société qui est toujours changeante et que c'est ces changements et ces mouvances de la société qui vont faire en sorte qu'elle évolue et que l'innovation s'installe comme culture. Et le moteur de ces mouvements-là, c'est les entrepreneurs. Et pour ça, les entrepreneurs ont toujours besoin d'être dans la création, de détruire ce qu'ils ont déjà créé ou de les reconstruire. Donc, il dit en fait que toutes les nouvelles innovations ne sont pas nécessairement la copie ou l'amélioration d'une innovation précédente, mais c'est quelque chose qui se développe à côté de quelque chose qui existait déjà jusqu'à le dépasser et les tasser. Donc, en fait, ici, je vous présente un peu les différentes vagues d'innovation qu'on a connues. Comme vous voyez, les temps, la période s'est raccourcie de plus en plus. Donc là, il faut être beaucoup plus performante. Il faut accélérer, tout est sous forme très, très accélérée. Et les jeunes entreprises doivent être hyper performantes de début. Donc, en fait, McKinsey, au début de l'année 2022, a sorti une grande enquête et a identifié comme les 7 critères indispensables pour qu'un spin-off puisse poursuivre son chemin et se développer. Et je vous laisserai lire tout ça, mais tout ça pour vous dire qu'il faut que vous soyez hyper performante en très peu de temps.
Donc là, il faut que vous soyez entouré d'une très bonne équipe, que vous ayez des antennes partout, que vous restez curieux en tout temps et ouverte à tout ce que ça pourrait vous apporter, de nouvelles idées et pouvoir avancer votre projet. En plus de tout ce travail-là pour bâtir l'entreprise, il y a aussi tous les aspects de ESG qu'on appelle, qui ont pris un poids extrêmement grand ces temps-ci. Donc, tout l'impact environnemental, social et la gouvernance de l'entreprise, maintenant, c'est très important que vous teniez en considération. McKinsey aussi a fait une enquête sur ces sujets-là et environ 38% des consommateurs qui ont été questionnés là-dessus, Magna associe beaucoup sa préférence pour acheter un produit ou un service aux valeurs que cette entreprise-là véhicule. Donc ça est devenu quelque chose qui est vraiment très, très important de tenir en considération et toujours de rester cohérent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un peu de qu'est-ce qui se passe en Floride et avec une sorte de chicane entre le gouvernement de la Floride et Walt Disney, parce que le gouvernement a récemment mis une loi dans laquelle, dans les écoles primaires de maternelle à 3e année, on ne peut pas parler de tout ce que c'est la diversité des genres. Et ça crée une grande consternation auprès des employés de Walt Disney. Donc, au début, Walt Disney ne s'est pas prononcé là-dessus. Mais à la fin du mois de mars, le PDG a dû sortir avec un communiqué de presse pour dire que Walt Disney n'était pas d'accord avec cette loi-là et qu'il allait faire tout possible pour que dans son entreprise, ces choses-là n'arrivent pas. Le problème, c'est que Walt Disney, c'est le grand employeur de la Floride, mais aussi a beaucoup de privilèges. Et 46% de la population américaine qui consomme des produits de Walt Disney s'est dit républicain. Donc, il y a 50% à peu près de la population des consommateurs de Walt Disney qui sont d'accord avec cette position de Walt Disney, mais il y a presque 50% des possibles consommateurs aussi de Walt Disney qui sont contre la position de Walt Disney. Donc, Walt Disney est comme au milieu. Et puis, s'il dit une chose, mais c'est l'autre partie de ces consommateurs qui sont fâchés. Donc, vous voyez, ça va avoir des impacts très importants au niveau des chiffres d'affaires pour l'entreprise dans les prochains mois et en fonction de voir comment ça se décline. Donc, ça a devenu quelque chose d'extrêmement important. L'autre chose qui c'est importante aussi d'identifier, c'est que tout ce qui est impact environnemental, social et gouvernance ne correspond pas seulement à vos consommateurs, mais c'est aussi à la communauté qui est desservie, à vos employés, à vos fournisseurs, à toutes les parties prenantes de ces projets-là d'entrepreneuriat. Donc là, ici, je vous laisserai par la suite regarder avec plus d'attention, mais PayPal a travaillé très fort pour que ce ne soit pas seulement un papier, ses intentions de devenir une meilleure entreprise, il les a comptabilisés. Et chaque année, il y a une évaluation des objectifs qu'ils se sont donnés versus ce qui a été accompli. Et PayPal est devenu comme un exemple pour des autres entreprises. Donc, c'est important aussi que vous voyez c'est quoi les exemples que vous parlent le plus pour que vous voyez qu'est-ce qu'ils ont fait et que vous puissiez prendre des idées là-dessus. Donc, actuellement, c'est extrêmement important d'enculer les valeurs et de créer un contact avec les consommateurs. C'est plus seulement de vendre un produit et un service. Il faut vraiment tisser ce lien qui doit se créer. Et ici, j'aimerais vous donner 2 exemples qui sont intéressants sur Visa. Visa, mais c'est une carte de crédit, mais il a fait vraiment tout un travail de réflexion pour comprendre qui était l'entreprise et c'était quoi l'impact aussi au niveau des sociétés. Donc là, je veux essayer de partager avec vous la vidéo. Monsieur, est-ce que vous entendez? Vous réglez comment? Par chèque?
Et vous réglez comment, monsieur? Carte bleue Visa. Carte bleue Visa, le mieux, c'est de s'en servir. Bon, mais ça, c'était une publicité de 2015. Maintenant, j'aimerais vous partager une autre publicité que c'est en 2000. Je pense que c'est pas cela. Bon, en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est il faut vraiment que ce type de publicité ne se joigne pas beaucoup à ce que vous faites comme entreprise, parce qu'il faut vraiment vinculer tous les aspects qui sont sur les valeurs de l'entreprise. Donc là, je vais reprendre, si je peux bien, la présentation. Bon, mais comme je vous disais, c'est important de partager les valeurs. Et dans cette dimension-là, il y a tellement de choses à prévoir, mais c'est important d'avoir des outils qui vont vous aider à pouvoir être agile et dans son clin d'œil, pouvoir identifier tous les aspects qui sont importants à tenir en considération lorsqu'on parle de créer un modèle d'affaires. Donc, en fait, je ne sais pas si vous connaissiez le Business Model Canvas, mais c'est un outil qui est très dynamique, qui est très intéressant parce que c'est graphique. Et sur une seule page, il y a 9 espaces qui décrivent une activité clé de l'entreprise. Cet outil-là a été développé par un professeur en informatique d'une des universités en Suisse. Et il l'a fait parce que ces étudiantes arrivaient toujours avec des projets de création d'entreprise, mais ils étaient tous comme désordonnés dans leurs idées et puis il manquait parfois de goût. Donc lui, il a commencé à aider ces étudiants par créer un outil dans lequel il pourrait résumer dans un clin d'œil tous les aspects qu'il faudrait considérer lorsque vous développez un modèle d'affaires, et ça va vous aider à créer votre plan d'affaires. Donc là, cet outil-là, ça vous aide à identifier comment la valeur est créée, comment elle est délivrée et comment elle est capturée. Il a une meilleure vision d'ensemble. Vous pouvez évaluer aussi d'une meilleure façon les risques. Vous avez un langage commun parce que c'est un outil qui est très, très utilisé. Et ça vous permet aussi de positionner votre entreprise au sein de la chaîne des valeurs. Et ça vous détermine qui vous êtes en tant qu'entreprise. Donc, ça vous aide à permettre d'aller vers un ADN de l'entreprise. Donc, comme je vous dis, cet outil-là, vous pouvez aussi ajouter maintenant, si vous voulez indiquer tous les aspects des EG, mais vous pouvez aussi ajouter une ligne qui va indiquer la mission et les valeurs que cette entreprise-là va vinculer. Et dans la section d'en bas, vous pouvez ajouter combien ça va coûter instaurer tous ces critères-là des EG, mais aussi quelles sont ces retombées-là que vous allez avoir. Ça va permettre aussi de générer des hypothèses, des modèles d'affaires que vous allez pouvoir tester beaucoup plus rapidement. Et ça va vous permettre de bâtir plusieurs scénarios alternatifs que vous allez pouvoir comme choisir pour savoir qu'est-ce que c'est le mieux pour vous et votre entreprise selon dans l'environnement où vous évoluez. Donc là, ça vous permet rapidement de trouver où est-ce qu'il y a la faille. Et c'est récupérer, trouver les solutions rapidement et de façon beaucoup plus économique en temps d'argent et aussi de temps. Donc, la première section qui est très importante, c'est celle qui se trouve au milieu où vous faites votre proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est en fait qu'est-ce qui rend votre service ou votre produit unique? C'est quoi les caractéristiques? C'est quoi les avantages? Comment est-ce qu'il est vinculé? Donc, ça va vous permettre, et ensuite, ça vous permet de vous différencier. C'est important que ça vous permette de différencier de la concurrence. Et c'est important aussi que vous puissiez transmettre la valeur que cette offre donne
au consommateur. Et ensuite, à ma gauche, à ma droite, c'est toute la partie qui touche les clients. C'est important que vous sachiez que cet outil-là a été développé toujours dans une vision de comprendre qui sont mes clients et comment est-ce que je peux les desservir les mieux. Donc, la première des étapes, c'est de très bien segmenter votre clientèle. Et l'idéal, c'est que vous fassiez possiblement un canvas par segment de clients. Et aussi, l'idéal, c'est que vous utilisez des post-it avec des idées que vous allez coller dans chacun des sections et pas plus que 3 ou 4 post-it. Et si vous avez, par exemple, identifié 2 segments différents, mais vous pouvez mettre tous les post-it qui correspondent à un segment d'une seule couleur et un post-it d'une autre couleur pour les 2e segments. C'est bien si vous faites des designs parce que tout ça, c'est interactif et ça motive beaucoup la création. Et ça vous permet de synthétiser de notre façon qui vous êtes en tant qu'entreprise. Donc là, pour le segment des clients, mais il faut que vous sachiez c'est quoi les besoins de vos clients. Qu'est-ce qu'ils désirent, quelles fonctionnalités ces produits-là doivent être prises en considération. Où est-ce que se trouvent vos clients? Est-ce que mon entreprise, c'est un B2B ou si c'est un B2C? Si c'est un B2B, mais c'est des paramètres différents que vous allez chercher versus si c'est un B2C. Si c'est, par exemple, un B2C où vous êtes directement en lien avec le consommateur, mais il y a des paramètres démographiques, géographiques, que vous devez tenir plus en considération, tandis que si vous êtes plus un B2B, mais les paramètres de qui est l'entreprise, qui sont mes fournisseurs, et ainsi de suite, sont beaucoup plus importantes. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, comment est-ce que je vais rentrer en relation avec mes clients? Donc, ça, c'est toute la partie relation client. Est-ce que je veux communiquer avec eux par les réseaux sociaux ou est-ce que ça va être de personne à personne? Par exemple, si votre entreprise, c'est une animalerie, mais c'est sûr qu'il faut que vous ayez vous avez en boutique ou si vous vendez des vêtements, mais vous pouvez les faire en ligne, mais possiblement, ça serait aussi intéressant d'avoir un magasin pour que les gens puissent aller regarder de quoi est-ce qu'il a l'air les vêtements. Donc là, c'est dans vos relations clients que vous commencez à réfléchir à ces aspects-là. Et ensuite, les canaux, c'est comment est-ce que je vais transférer vendre mes produits et services aux clients. Donc, est-ce que je veux utiliser une plateforme numérique? Ou est-ce que ça va être mixte? Comment est-ce que je veux me prendre? Quel type des outils je veux avoir besoin? Donc, quand vous avez réfléchi à tout ça, vous pouvez aller de l'autre extrême dans lequel il se trouve toutes les ressources nécessaires dont vous avez besoin pour créer cette entreprise-là et pour offrir les services ou les produits que vous souhaitez vendre. Et on commence par les activités clés. En fait, les activités clés, c'est toutes les activités que l'entreprise réalise à l'intérieur. Par exemple, Bombardier, c'est une entreprise qui vend des avions. Eux, ils dessinent les avions, ils les vendent et ils font l'après et la post, ils servicent à la clientèle. Mais ils ne fabriquent pas les moteurs, ils ne fabriquent pas toutes les pièces qui sont nécessaires pour l'avion. Pour ça, ils créent des partenariats avec Pratt & Whitney et avec un tas de fournisseurs pour chacune des pièces dont l'avion a besoin. Donc là, ça, c'est plus vos partenaires clés. Et en bas, les ressources clés, mais c'est quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour mener à bien vos activités. Donc, par exemple, si on continue avec les cas de Bombardier, mais il nous faut des ingénieurs qui sont experts dans la création de l'avion, des designers, d'excellentes marketeurs, d'excellentes personnes en développement d'affaires et quelqu'un qui va faire les liens avec les autres partenaires dans les différentes expertises. La dernière section, qui est celle en bas, c'est celle qui a les aspects les plus financiers. Donc, combien est-ce que ça va me coûter mener à bien mon projet d'entreprise? Est-ce que c'est les coûts de main-d'œuvre? Est-ce que c'est les coûts de design? Payer mes fournisseurs et ainsi de suite. Et de l'autre côté, mais c'est les revenus.
de où est-ce que je veux obtenir l'argent pour pouvoir payer tous les coûts nécessaires pour le produit et les services. Donc là, c'est la vente, mais c'est aussi possiblement les négociations avec des partenaires pour vendre ou louer quelques services. Par exemple, Amazon et le modèle d'entreprise d'Amazon est beaucoup plus axé dans la partie ressources parce qu'il utilise tous les services des plateformes qu'offrent à des autres fournisseurs pour que ce soit pour la vente de ces services-là ou pour le stockage des données. Donc là, Amazon a beaucoup accès sur les ressources et a créé des partenariats pour aider à des petits fournisseurs à vendre ou à des entreprises à stocker ces données. Donc, tout ça, vous pouvez le voir avec ce type d'outils. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà utilisé, mais c'est vraiment intéressant. Et une fois que vous avez rempli ça, mais ça vous permet aussi de faire des liens entre les différentes compétences ou caractéristiques de chacune des composants de l'entreprise. Et ça vous permet d'expliquer de façon très graphique l'innovation économique de votre entreprise. Ça vous permet de dire, voici qu'est-ce que je offre dans la création de valeur, que c'est dans les ressources. Voici mon offre de ressources. C'est comment est-ce que je donne la valeur à mes clients et comment est-ce que je capture cette valeur-là dans le point de vue commercial et aussi dans le point de vue retombé des caractéristiques ESG. Ça, c'est une dimension-là, mais il y a aussi une autre dimension que c'est le positionnement de l'entreprise dans son écosystème et dans la chaîne de valeur. Et ça permet aux entreprises de se démarquer et se différencier des autres compétiteurs. Donc, une fois que vous avez fait votre business model canvas pour votre modèle d'affaires, vous pouvez aussi les valider par rapport aux tendances qu'il y a dans le contexte socio-économique. C'est quoi le force de marché dans une macroéconomie, les forces économiques aussi, c'est quoi mon environnement? Et là, vous mettez aussi tous les facteurs de régulation sociétale, c'est qui mes compétiteurs, c'est quoi les conditions globales, comme par exemple maintenant avec tout ce qu'on vit au niveau de l'inflation. Et ça vous permet aussi de vous positionner par rapport à un marché plus international, non seulement un marché local au Québécois. Donc ça, c'est comme vous voyez, ce type d'outil, ça peut être utilisé à différents niveaux selon où vous êtes dans votre démarche de création d'entreprise. Ce type d'outil aussi, ça vous aide beaucoup à identifier c'est quoi vos forces et où est-ce que vous avez besoin d'aller chercher des partenaires pour combler certaines faiblesses ou certaines capacités que vous ne détenez pas pour l'entreprise actuellement, mais qui sont nécessaires pour la faire avancer. Donc ici, je vous présente quelques exemples de business model canvas qui ont été faits pour différentes entreprises. Par exemple, Airbnb, comme vous voyez, il y a des post-it de deux couleurs différentes parce que Airbnb dessert deux clientèles différentes. Donc, ceux qui veulent utiliser les services d'hébergement, mais aussi ceux qui veulent louer des appartements. Et ça, c'est vraiment, le modèle a complètement bouleversé ce qui avait été, au niveau de l'hôtellerie, ce qui avait été fait auparavant. Et je ne sais pas si vous connaissez l'Hôtel Unique. Ça, c'est une entreprise d'une étudiante de l'UQAM. En fait, c'est un hôtel nomade. C'est un hôtel que c'est comme des grandes tentes qui se situent près des festivals dans différentes régions du Québec. Donc ça vous permet de connaître de différentes régions, d'avoir un hébergement accessible. Et ce type de modèle est en train de bouleverser les paradigmes actuels de qu'est-ce que c'est l'hébergement pour le tourisme. Et ça, c'est au service de partenariat, on fait des concours tous les 2 ans pour supporter l'entrepreneuriat étudiante et l'Hôtel Unique, c'était un des finalistes et c'est les gagnantes en fait de concours qu'on a fait en 2020.
aussi, ce qui est intéressant, j'aimerais vous présenter le modèle de Cemex. Cemex, c'est une entreprise mexicaine qui fabrique du ciment. Et c'est la deuxième grande entreprise au niveau mondial de fabricants de ciment. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu qu'au Mexique, les familles sont très unies. Dans les familles, c'est des familles trigénérationnelles. Ils habitent dans la même maison et les enfants ne quittent pas la maison. Ils les quittent possiblement quand ils vont partir pour se marier, mais il y en a qui restent. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'ils construisent un 12e ou un 3e étage. Et ces mecs s'est rendu compte que ces personnes-là, ils n'avaient pas assez de ressources pour acheter des produits très chers. Donc là, il a modifié son offre de service pour rendre les ciments beaucoup plus accessibles et aussi beaucoup plus rapidement. Normalement, dans les modèles à l'intérieur de l'industrie, il fallait 40 jours pour avoir des livraisons de ciment, tandis que Cimex, maintenant, il est fait en 4 jours. Donc, il a vraiment tout repensé en fonction des besoins de ses clients pour améliorer son offre de service. Donc, ce sont des choses que ce type de business model Canvas pourrait vous fournir. Donc là, je vous laisserai regarder les autres modèles qui sont dans la diapositive. Donc, dans ces contextes-là, ce qu'on voit, c'est que ce qui va faire la différence, c'est l'offre de valeur que vous vinculez à travers vos produits et vos services, et aussi la capacité que vous avez eue de bien identifier les besoins de vos clients et savoir qui sont vraiment vos clients. Parce que parfois, on peut confondre les usagers des clients. Parfois, c'est pas la même chose, surtout au niveau des plateformes. Les usagers, c'est ceux qui vont bénéficier de la plateforme, mais les clients sont ceux qui vont payer pour que la plateforme s'efface. Donc, c'est un peu différent. Donc, par exemple, une entreprise qui fait des boissons gazeuses et des cafés s'est rendu compte que ses ventes étaient diminuées. Donc là, il s'est dit, c'est sûr que pour que le vente augmente, il faut que je crée des autres flavors de café ou des boissons, parce que c'est sûr que c'est ça que mon client aimerait, une meilleure diversité. Donc là, l'équipe marketing tout de suite s'est mis à développer des nouvelles saveurs et à faire des tests auprès des clients pour savoir si c'était quelque chose qu'ils aimaient ou qu'ils n'aimaient pas. Mais avant de faire ça, ils se sont pas vraiment posé la question si c'était ça que votre client voulait ou pas. Et bon, ils ont développé toute une nouvelle gamme de saveurs. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas plus de ventes qu'avant. Au contraire, les ventes commençaient à diminuer. Donc là, quelqu'un de l'équipe marketing s'est commencé à poser des questions. Il a commencé à observer ses clients, des choses qu'ils faisaient quand ils allaient acheter les boissons. Ils se sont rendus compte qu'ils les faisaient toujours quand ils avaient un poste et qu'après qu'ils achetaient le boisson, ils ne rentraient pas tout de suite à leur poste de travail. Ils restaient pour discuter un petit peu, le temps de prendre le boisson et après ils rentraient. Donc là, ils se sont rendus compte que, en fait, ce que le client aimait, c'était toute l'expérience que c'était de quitter son poste, faire une pause, aller rencontrer quelqu'un, discuter avec quelqu'un, en sautant quelques boissons, et après, ils rentraient. Donc là, ce qu'ils ont fait avec ça, c'est qu'ils ont créé des espaces comme des terrasses pour que les gens puissent s'asseoir, discuter un petit peu. Ils ont mis un peu d'ambiance. Ils ont vu que les ventes avaient augmenté de façon significative parce qu'au lieu d'offrir seulement un produit amélioré, ils ont offert toute une expérience. Donc, en fait, c'est ça que vous devez penser maintenant, c'est quelle expérience c'est moi qui va offrir à mes clients. Et pour ça, c'est un travail extrêmement difficile parce qu'il faut connaître vraiment les besoins des clients. Donc, le même auteur qu'ils ont développé les business model Canvas, ils ont développé un autre outil qui s'appelle la création de valeur, que c'est celui qui est en bas de la diapositive, dans lequel on décrit de ma côté droite, donc les profils clients. Et de côté gauche, c'est comme les profils de produits et services.
Et les clés ici, c'est qu'il faut se mettre dans la peau du client. Donc, il faut être vraiment empathique envers les clients. Et pour ça, il faut définir qui c'est mon client. Donc, il faut segmenter. Et il faut se poser des questions, c'est quoi les vrais besoins et les caractéristiques que mon client désirait en avoir. Donc, il faut être précis, il faut que ce soit beau. Non, on doit décrire qu'est-ce que signifie la beauté. Ou il faut que ce soit fonctionnel. Bon, il faut décrire chacune des étapes ou des fonctionnalités qui sont ces concepts-là. Et ça va permettre de nous différencier des autres choses. Donc là, la première des étapes à faire, c'est observer. Observer vos clients. Observer qu'est-ce qu'ils font, comment ils les font, quand ils les font. Interagissez avec eux. Donc là, posez des questions. Par exemple, quand vous êtes des entrepreneurs, c'est important toujours de garder la communication avec vos clients, d'aller dîner ou aller discuter avec eux. Et si vous vendez déjà des produits, posez la question, est-ce que ça te satisfait? Est-ce que tu verrais des améliorations? Utilisez, entre guillemets, vos clients comme des partenaires pour améliorer toujours vos services. Ensuite, il faut que vous analysez toute cette information-là pour que vous puissiez comprendre les clients. Et pour ça, il faut que vous appreniez à compiler toute cette information-là. Donc, normalement, l'offre de valeur, ça commence, on la crée, on la travaille par identifier les rôles du client. Donc, en fait, il faut faire toutes les tâches il faut comprendre toutes les tâches que le client fait pour un produit ou un service. Donc, par exemple, Uber, quand il travaillait sur son offre de service, il voyait c'était quoi les besoins des gens qui voulaient avoir un taxi. Et ensuite, il les a tous énumérés. Et ensuite, il a dit, mais c'est quoi les irritants? C'est quoi les choses qui te dérangent? Qu'est-ce que tu identifies comme une problématique qui ne te satisfait pas? Ah, mais que les taxis prennent trop de temps pour venir ou que c'est difficile il faut que j'appelle à la centrale pour qu'ils me dessinent un taxi ou ainsi de suite. Et ensuite, poser les questions, mais qu'est-ce que tu aimerais que ces produits-là ou ce service-là puissent t'offrir? Une fois que vous avez fait ce profil-là de cliente, revenez à vos produits et services et identifiez quelles sont les caractéristiques que ces produits ou services pourraient résoudre la problématique qui a été identifiée ou les irritants qui ont été identifiés de l'autre côté. Et toujours par rapport, regardez comment ça se fait au niveau de vos produits et vos services. Et ensuite, adapter ces produits et services pour pouvoir dire, mais si j'adapte les produits de cette façon-là, mais je veux pouvoir offrir une valeur additionnelle à mon client. Et c'est quelque chose d'itératif. Donc là, vous revenez vers les clients, vous les testez et vous l'améliorez ainsi de suite. Quand vous les présentez à quelqu'un d'autre, mais ça serait plus intéressant par exemple, quand vous faites des pitchs de vente ou quand vous rencontrez dans l'ascenseur un futur investisseur, mais vous pouvez présenter cette étude-là, par exemple, en disant, mais je travaille sur un produit, un service pour X segment, par exemple, une application mobile pour avoir accès à des transports comme des taxis. Cet outil-là va permettre d'avoir en 3 clics à accéder à des autos qui seraient disponibles dans moins de 5 minutes. Et ça va permettre à la personne d'avoir une meilleure accessibilité, ça va coûter beaucoup moins cher et puis il n'aura pas de perte de temps. Et tout ça, c'est fait via une plateforme numérique qui est très conviviale et ça va permettre aussi d'avoir un réseau de chauffeurs de taxi pour rendre le secteur beaucoup plus agile. Et ainsi, le consommateur va pouvoir toujours avoir à sa disposition les moyens s'il veut avoir accès à un transport sécuritaire, plus de luxe et beaucoup plus rapide et à moindre prix. Donc, en fait, là, je viens de vous faire un peu le pitch de qu'est-ce que c'est Uber.
Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avec vos produits et vos services en utilisant ce type de matrice. Donc, ici en bas, il y a les liens avec de YouTube qui expliquent ces modèles-là pour Uber. Donc, je pense que vous allez avoir accès à la présentation, donc vous pourriez aller le voir plus tard. Donc, en fait, une bonne proposition de valeur, c'est celle qui a pas beaucoup de solutions, mais qui sont extrêmement bien ciblées, qui se concentrent sur les tâches et sur les problèmes, mais d'une façon intégrée. Donc, en fait, quand vous regardez les tâches, il faut que vous les voyez toutes les tâches fonctionnelles, mais toutes les tâches économiques aussi et toutes les tâches sociétales, parce que cet ensemble de tâches va créer ce que le consommateur veut, c'est une expérience. Ça, c'est important que ce soit pas facile à copier et que ça vous permet de vous placer au-dessus de la concurrence. Alors, on a vu que ce type d'outils, c'est des outils qui vous permettent à mieux organiser votre pensée et à mieux analyser qu'est-ce que c'est le plus apte, le plus optimal pour votre modèle d'affaires. Et pour ça, il y a un autre outil qui s'est développé par les mêmes auteurs qui s'appelle la carte de test. Parce que chaque fois que vous avez une idée, que vous la validez auprès d'un segment de clients, il faut tester si cette idée-là est valable. Selon ce que vous pensiez, c'est quoi votre hypothèse, qu'est-ce que vous voulez vérifier, comment est-ce que vous allez les mesurer et ensuite vous décrivez si vous avez raison ou pas. Pour faire ça, il va falloir que vous fassiez un prototype beaucoup plus rapidement. Donc, en fait, il faut passer au prototypage beaucoup plus vite qu'auparavant. Et ici, vous devez vous permettre d'explorer, de vous ouvrir, d'accepter les feedbacks et puis possiblement de faire des choses en plus surréalistes pour susciter le débat. C'est là que vos clients vont commencer à vous exprimer les vrais besoins. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle une carte d'apprentissage dans laquelle vous consignez tout ce que vous avez appris. Tout ça, vous pouvez l'utiliser dans un autre modèle qui s'appelle le Lean Startup, que c'est des cycles de développement de produits dans lesquels vous avez décidé, vous faites le design, vous les créez comme prototype, vous l'évaluez, vous quantifiez et vous apprenez qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et vous recommencez. En faisant ça, vous allez arriver d'une façon beaucoup plus vite, beaucoup plus organique à déterminer c'est quoi le modèle d'affaires que votre entreprise pourrait avoir et ça va vous permettre d'économiser en temps, en énergie, va vous permettre de connaître beaucoup plus de monde, de créer des partenariats et de transmettre toute une expérience vers les clients et surtout va vous permettre de connaître vos clients. Alors, c'est ça que je vous avais préparé, c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Merci beaucoup, Madame Macedo. Veuillez départager maintenant votre écran pour qu'on puisse échanger et voir s'il y a des questions dans le chat. Ah, il y a 5. Voilà. Parfait. Alors, écoutez, moi, j'en profite là pour vous remercier à nouveau. Merci pour toutes ces informations. Ce que j'en comprends avant de laisser la parole aux personnes qui vont vous poser des questions, c'est que, en tout cas, ce que moi j'ai retenu, c'est l'importance de la cohérence entre les valeurs que veut transmettre l'entreprise et les valeurs des clients potentiels ou des communautés potentielles. Mais vous avez aussi parlé de leurs besoins. Donc, il y a tout un processus d'analyse des besoins et ce que j'en comprends qui doit être en continu parce que ça bouge. Et pour moi, ça veut dire que plusieurs aspects, là, j'en ai nommé que 2, mais vous avez nommé plusieurs aspects à prendre en compte. Et donc, ça prend plusieurs expertises, d'où l'importance de collaborateurs, de partenaires et de l'accompagnement que les services dans les universités peuvent offrir, ce que vous offrez là avec votre service, ce service d'accompagnement, parce que ça fait beaucoup de choses à prendre en compte.
Et on le sait que pour aller jusqu'au bout d'un projet, souvent l'accompagnement, de manière générale, là, dans les écrits, la valeur de l'accompagnement est importante pour réussir à aller jusqu'au bout d'un projet, qu'il soit entrepreneurial ou autre. Donc, ça donne toute la valeur, si on parle de valeur, à votre service actuellement là, à l'UQAM, mais aussi dans les autres universités qui ont aussi ces services. Mais en fait, c'est tous les accélérateurs et les incubateurs qui s'occupent d'accélérer l'entrepreneuriat des étudiants qui revient les fardeaux ben, pas les fardeaux, mais la responsabilité de les accompagner. Ouais. Nous, on accompagne beaucoup plus les chercheurs là-dessus. On les achemine un petit peu comme ça. Moi, j'utilise les business model Canvas en cachette pour les projets de recherche. Mais en fait, c'est ça, l'entrepreneur, je pense que tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs, il faut que soient toujours bien entourés et surtout entourés des meilleurs. Donc, en fait, c'est le leadership de l'entrepreneur qu'on va mettre en valeur et ce leadership-là doit se traduire par identifier qui pourrait m'aider le mieux que soit possible. Donc, ça, c'est vraiment important aussi. Oui, et c'est quelque chose qui est assez transversal dans les communications qu'on a eu les webinaires précédents des femmes entrepreneurs qui valorisaient aussi d'aller, de s'allier à des personnes qui avaient des expertises pointes ou des expertises en tout cas complémentaires à celles qu'elles avaient. Je vais donner la parole à Madame Sophie Annabelle qui a levé la main. Oui, merci beaucoup. Bonjour Madame Macedo. En fait, désolée, je ne mets pas ma caméra parce qu'il ne fonctionne pas en ce moment. En fait, j'avais deux questions. J'ai trouvé vraiment la présentation très, très intéressante et utile aussi, hein, parce que j'ai une idée en tête par rapport à un projet. Mais je me demandais, la première, c'était comment avoir accès au template du Business Model Canvas que vous avez présenté. Il y a plusieurs outils, mais celui-là en particulier. Puis, ma deuxième question était, bon, justement, vous avez parlé des formes d'accompagnement qu'on pourrait avoir. Donc, je me demandais, est-ce que ça s'offrait sous forme de cours ou encore c'est vraiment des échanges avec un professeur? Moi, je ne suis pas à l'UQAM, donc je me demandais justement si c'est quelque chose à laquelle je serais intéressée, comment y avoir accès. Donc, voilà. Mais en fait, ben, il y a beaucoup de ressources. Là, par exemple, la Banque nationale, en collaboration avec HEC, les centres d'entrepreneuriat, ont créé des outils en ligne gratuits pour utiliser ces modèles-là de Business Model Canvas. Il est aussi utilisé par la Banque de développement économique du Canada. Et en fait, je ne vous pas présenter, mais il y a deux livres là que sont les auteurs ont rédigé, que c'est les Business Model Canvas. Et en fait, c'est super intéressant parce que la façon comment ils ont rédigé les livres, c'est qu'ils ont testé les graphiques, les Business Model Canvas, auprès de plus de 2000 entrepreneurs différents. Et ils ont réussi à l'améliorer quand ils ont eu les feedbacks de tout ça. Donc, en fait, ici, il y a plein d'exemples que vous pouvez en avoir. Et aussi, il y a la création d'un site web qui s'appelle Strategist, que c'est comme l'appui en ligne de Business Model Canvas, où il y a des blogs, il y a tous les outils, des nouveaux outils qui se développent. Et vous pouvez payer quelques dollars par mois et vous aurez accès à des informations et des suivis beaucoup plus personnalisés. Et c'est la même chose pour les livres là, pour Value Proposition Design. Donc, en fait, ici, là, c'est vraiment, il vous dit comment travailler la proposition de valeur de chacun de ça. Donc, mais si vous tapiez sur YouTube ou sur le web, la Business Model Canvas, vous allez voir qu'il y a énormément d'informations parce que c'est un modèle qui est très convivial et qui est utilisé partout au monde. Donc là, c'est intéressant aussi parce que ça va vous parler à vos financiers, par exemple. Quand vous allez aller chercher des financements, si vous présentez des types de modèles comme ça, qui sont populaires et utilisés par tout le monde, vous êtes en train de parler le même langage et vous faites partie de la communauté. Et pour votre question, à savoir comment est-ce que vous pouvez joindre
ou comment est-ce que vous pourriez accélérer vos projets d'entreprise. Mais déjà, réseau SpinFam, je pense que c'est un outil qui est à votre disposition pour pour communiquer tout ce que se fait en entrepreneuriat. Mais c'est beaucoup en fonction de où est-ce que vous vous trouvez par rapport à votre projet d'entreprise. Est-ce que si c'est encore en idéation, est-ce que vous avez déjà un prototype? Ça dépend de ça. Plusieurs universités ont déjà des incubateurs. Par exemple, District 3 de Concordia, c'est quelque chose qui se démarque pas mal. Ils sont déjà bien, c'est bien outillé et eux, ils utilisent ces modèles-là. C'est comme ça qu'ils accompagnent tous les entrepreneurs avec ces deux modèles-là. Mais sinon, si votre entreprise est plus technologique ou plus en économie sociale, des choses comme ça, il y a déjà des accélérateurs et des incubateurs qui pourraient vous accompagner. Et ces incubateurs-là, ils sont déjà tout un réseau des anges et des mentors qui pourraient aussi vous accompagner dans vos réflexions. Parce que je pense qu'une chose que c'est important quand vous commencez à réfléchir à votre projet d'entreprise, c'est d'avoir toujours quelqu'un qui va vous poser des questions, qui va vous faire réfléchir de façon beaucoup plus approfondie. Parce que l'objectif, c'est ça, que vous arrivez à avoir les meilleurs produits et services possibles. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Nous avons déjà dépassé l'heure, mais si vous voulez rester encore avec nous un peu, on aurait encore des personnes qui ont des questions. Oui, alors, Madame Tuisseux, c'est bien comme ça qu'on prononce votre nom? Oui, vous l'avez bien fait, merci. Merci, Madame Macedo, j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Ma question, j'ai deux petites questions. La première, est-ce que le modèle, il est adapté pour les PME, mais vraiment les petites entreprises, là, toutes petites en démarrage? Et de deux, est-ce qu'il est, parce que les exemples que vous avez pris et tout, ça m'a semblé s'adresser beaucoup plus aux gens qui vendent un produit, donc ils vendent quelque chose un objet, un produit palpable, mais qu'en est-il de la vente des services intellectuels, donc comme les entreprises de consulting? Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très souvent, quand on parle d'entreprise en démarrage, produits vendus, tout ça, on parle d'un produit informatique que vous avez vendu ou de quelque chose de pratique que vous avez vendu. Mais cette difficulté, on la rencontre aussi même dans le monde professionnel au niveau des banques. Quand tu veux faire partie d'un cabinet de consulting, par exemple, ça ne les parle pas. Ils ont l'air étrangers à ton modèle, parce que tu ne montres pas quelque chose de pratique. Voilà, je veux produire une clé USB, mais quand c'est que je vais vendre des services intellectuels, c'est toujours un peu complexe. C'est quoi vos conseils ou votre rapport là-dessus? Je vous comprends parce qu'en 2008, on avait monté une boîte de consultation pour accélérer l'innovation au sein des PME et on offrait des services d'éco-innovation. Donc, en fait, on était 10 années à l'avance par rapport à tout ce que c'était, malgré tout ce que c'est changement climatique et tout ça. Et c'était difficile vraiment de faire comprendre à tout le monde que c'était pas une dépense, mais c'était un investissement d'aller vers ce type de service. Mais je pense que le business model Canvas est un outil qui pourrait beaucoup vous aider parce qu'en fait, ce que vous vendez, c'est des intangibles. C'est les savoir-faire, c'est la valeur ajoutée et c'est difficile quand c'est pas quelque chose, un objet. Mais quand vous décrivez votre offre de services, il faut aller voir, par exemple, il faudrait voir c'est qui votre clientèle, ça dépend dans quel domaine de consulting vous faites et comment est-ce que vos clientèles actuelles travaillent. Comment est-ce qu'il fait, je ne sais pas, par exemple, le PME, c'est normalement
le président directeur général, qui est aussi le comptable, que c'est le marketeur, ben, c'est toute une seule personne qui doit faire tout ça et il ne peut pas tout faire. Donc là, il va aller toujours dans les urgences et dans ce qui est plus présent, mais ce n'est pas vraiment dire que c'est le plus stratégique. Donc là, si vous voyez comment ces personnes-là se conduisent, quelles sont les activités qu'il fait, et ensuite vous comparez avec les services que vous proposez, mais si vous arrivez à plasmer un mot, et comment est-ce que vous allez l'aider à faciliter ces tâches-là? Et par exemple, au niveau des, mais ça va te coûter moins de temps que tu vas pouvoir consacrer à des autres activités qui vont générer aussi des revenus. Tu pourrais avoir un retour sur les impôts. Donc, chercher des choses tangibles qui puissent être quantifiées en termes de temps et d'argent, par exemple. Ça va lui parler. Si vous dites avec mes services qui vont te coûter, je ne sais pas, $20 par mois, tu vas économiser $100 par mois parce que je vais t'aider à organiser les tâches de façon à que tes employés soient plus disponibles pour des autres tâches. Ça va lui parler. Ça va dire, ah, OK, donc laisse-moi réfléchir encore. Raconte-moi comment est-ce que tu vas t'y prendre. Donc, en fait, je pense que c'est plus, ce type de modèle, ça aide à concrétiser, à plasmer dans des choses beaucoup plus concrètes quand vos services sont plus dans les savoir-faire et dans l'intangible. Je vais essayer de trouver des business models Canvas exemples là, des consultants, des types de consultation de services, parce que c'est vrai que je veux beaucoup axer sur le produit, mais par exemple, Spotify, c'est une plateforme en ligne qui offre la musique, mais c'est sous forme de licence. Donc, tout est intangible, mais il a changé, il a transformé la façon comment les consommateurs consomment la musique. Il a bouleversé tout le monde d'une bonne ou d'une façon possiblement, mais quand il parlait de ça, mais tout le monde disait, mais de quoi tu parles? La musique par Internet, quand tout le monde était habitué à avoir un CD ou une cassette. Donc, vous voyez, mais ça lui a pris du temps, mais il a réussi à faire ces changements. Donc, je vous comprends, c'est pas facile, mais ce type des outils, ça vous permet de concrétiser, soyez concrète au niveau des temps, au niveau des coûts. Ça va parler aux entrepreneurs. Ça revient à dire ce que vous avez ajouté, qu'il faut parler le même langage qui est plus comptable pour se faire entendre finalement, pour que les investisseurs ou les banques voient de la valeur par rapport à notre projet. Mm-hmm. Oui, en fait, c'est ça. Écoutez, le temps passe. Dans le chat, il y a beaucoup de remerciements pour votre présentation. Je résume, je ne vais pas tout lire, mais les gens ont bien apprécié la présentation, les outils présentés, toutes les informations utiles que vous nous avez transmises. Si les gens ont besoin d'informations supplémentaires, parce que vous avez nommé certains livres tout à l'heure. Bon, est-ce qu'ils peuvent communiquer avec vous? Oui, bien sûr, oui. Ça me ferait plaisir de communiquer avec vous et si vous voulez, on pourrait réfléchir. C'est des conseils que je vous donne à partir de mon expérience. Je ne ouvre pas vraiment dans l'entrepreneurship, mais j'étais en contact avec beaucoup des entrepreneurs. Donc là, c'est ça. Et c'est votre fonction là, d'accompagner. Vous avez cette expertise-là. Comme vous avez dit, vous avez connu plusieurs entrepreneurs. Donc, vous avez en tête plusieurs modèles d'entreprise et différents cheminements d'entrepreneurs. Donc, ça peut être inspirant là, pour les futurs entrepreneurs. Là-dessus, on se quitte. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présente avec nous. Merci, Madame Macedo. C'était notre dernier webinaire dans le cadre du projet SpinFam, du réseau SpinFam.
On va peut-être vous donner des nouvelles très bientôt ou à l'automne de ce qui pourra être du projet, qui prendra le flambeau pour poursuivre. Donc, on ne s'éteint pas. On prend une pause pour l'été et on verra là comment le projet pourra être poursuivi par la suite là, dès l'automne. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir.